Décembre 1999, Pennsylvanie, États-Unis. Octave est nerveux. Il descend sur le tarmac de l'aéroport. Premier voyage aux États-Unis pour le tout jeune ingénieur de 24 ans. Muni d'une adresse notée sur un bout de papier, il cherche son chemin vers la maison de son contact américain. Dans son sac à dos, le minimum vital et surtout un imposant ordinateur. Un serveur, pour être plus précis, c'est-à-dire une machine sur laquelle on héberge des sites web. Ça y est, il a trouvé son chemin. Le voilà devant l'adresse de son correspondant. Octave prend le temps d'observer le bâtiment avant de frapper à la porte. La maison affiche à l'avant, sur la pelouse, le traditionnel drapeau américain. Et si l'on penche la tête sur la droite, on peut apercevoir derrière un cabanon en bois. L'homme qui lui ouvre l'accueille avec un grand sourire. Octave et lui ont déjà échangé par mail. Ils ont même conclu un accord. Octave l'aide à trouver des clients en échange de l'hébergement de ses sites web. Après avoir installé Octave dans la chambre du haut, il l'invite à le suivre au fond du jardin. « Octave, viens avec moi, je vais te montrer les serveurs qui me permettent d'héberger tes sites. » À la grande surprise d'Octave, le jeune Américain se dirige alors vers le cabanon au fond du jardin. Là où Octave s'attendait à une salle moderne remplie d'ordinateurs, il découvre une simple table en bois sur laquelle trônent 2 vieux PC. Sur le sol traînent des câbles branchés sur une ligne téléphonique en cuivre. Octave n'en revient pas. Tous les sites qu'il anime depuis les États-Unis sont hébergés là-dessus. Il pose sur la table le serveur qu'il a apporté et commence à le brancher directement. Octave vient de découvrir le métier d'hébergeur web. Je vous emmène aujourd'hui sur les pas de Octave Klaba, le fondateur d'OVH qui a créé une boîte familiale devenue une multinationale en l'espace de 20 ans. Bienvenue sur L'Apprenti. L'Apprenti, c'est quoi ? C'est le podcast où je vous raconte des histoires d'entrepreneurs et d'entreprises qui nous inspirent, qui vous inspirent. Ces histoires, c'est moi qui vous les raconte, simplement, sans phare, avec tous les détails. Rien ne vous échappera. Je m'appelle Laurent Broa, je suis moi-même entrepreneur, j'ai créé et revendu ma boîte en 10 ans. Et c'est toute une histoire. L'histoire d'Octave s'inscrit d'abord dans une trajectoire familiale forte. Son grand-père rejoint la France dans les années 30 pour travailler comme mineur, à l'instar de milliers d'autres Polonais comme lui, avant de revenir vite en Pologne après la Seconde Guerre mondiale. Il ne quittera plus la Pologne malgré son passeport français, le rideau de fer est passé par là. En Pologne, d'ailleurs, le passeport français des Klaba suscite la méfiance des autorités. Ce qui ne l'empêche pas d'ailleurs, le père d'Octave, Henrik, d'avoir des ambitions. Gros bosseur, il va même jusqu'à diriger un kolkhoz, donc une ferme de l'époque communiste, de 550 personnes et de 2000 hectares en Silésie, la partie orientale de la Pologne. Alina, sa femme, ingénieure comme son mari Henrik, accouche, encore étudiante, d'Octave en 1975, puis 7 ans plus tard de Miro. Faut bien le dire, la vie en Pologne dans les années 80 est laborieuse. On est loin de trouver de tout dans les magasins. Les parents d'Octave rivalisent donc d'ingéniosité pour faire face à l'incurie du système à grand renfort de système D. Une famille d'ingénieurs sans cesse en recherche de solutions. 1983, premier coup du destin pour le jeune Octave, l'achat d'un ordinateur en lieu et place d'une voiture. Le prix est le même. L'un est disponible ce jour-là, l'autre pas. Très vite, Octave s'accapare la machine. Plus à l'aise derrière un clavier qu'avec ses petits camarades, dès 9 ans, il commence son apprentissage de l'informatique. Il apprend à coder en lisant des journaux rapportés par son père et de fil en aiguille, il finit même par développer un logiciel pour gérer les salaires du kolkhoz. Son savoir-faire dépasse rapidement le cadre de son village isolé et à partir de 1987, des voisins et même des entreprises extérieures font appel à ses services. Octave débogue alors les ordinateurs en échange de barres de chocolat, luxe ultime des pays de l'Est. La barre de chocolat évidemment.
La chute du mur de Berlin avec l'ouverture des frontières accélère les choses. Les Klaba, marqués par l'histoire du grand-père, n'ont qu'une envie, repartir en France. Pour les parents, il s'agit d'une décision importante qui ne peut être prise qu'en famille. En 1989, Alina et Henrik convoquent donc Octave et Miro pour une réunion importante. L'ordre du jour, choisir pour la famille Klaba entre la Pologne et la France. Octave, Miro, pour nous il est trop tard pour faire notre vie ailleurs. Mais est-ce que vous voulez aller en France ou rester en Pologne? Sans hésitation, les frères répondent oui, oui, oui à l'aventure française. Donc ils nous ont posé la question à moi et mon frangin. Mon père il m'a dit, pour nous, vous savez, c'est foutu, on a 40 ans. Donc si on y va, c'est pour vous. Hein. Donc est-ce qu'on y va? Et puis on a dit ok, on n'a pas hésité une seconde. Donc on a commencé à préparer les départs et puis on est parti quelque chose comme 18 mois, 24 mois après. Une fois la décision prise, la famille vend tous ses meubles et économise durement pendant 1 an. Et donc, 1 an après la chute du mur, ils quittent la Pologne à bord d'une vieille Trabant pour atterrir le 12 avril 1990 à Saint-Amand-les-Eaux, à côté de Valenciennes. Henrik se trouve donc un poste de tourneur-fraiseur et 1 an plus tard, il est déjà responsable maintenance chez Casse Poquelin, fabricant de matériel de chantier. Mais la vie reste dure, notamment pour les garçons. Octave, qui ne parle pas français, rétrograde de la seconde, donc du lycée, à la 4e, et ses difficultés ne l'aident pas à se faire des amis. Heureusement d'ailleurs, ses compétences en informatique ignorent la barrière de la langue et très vite, il se voit confier de petits développements. D'ailleurs, contre l'un d'eux, il se voit même offrir une mobilette, après les chocolats. Loin d'être anecdotique, cette mobilette se révèle un formidable outil de liberté pour Octave qui en a tant besoin. Sa vie sociale commence, il se fait des amis et monte même un groupe de heavy metal, un groupe de rock évidemment. Puis il s'est passé un truc, c'est que j'ai développé un logiciel pour une entreprise quand je suis arrivé en France et la boîte m'a payé avec pas en argent, mais ils m'ont offert une mobilette. Après le chocolat, la mobilette. Voilà, donc j'ai eu la mobilette. Et la mobilette, c'était l'ouverture vers le monde. Le couple Klaba n'est pas venu en France pour végéter. Il lance à Roubaix, en parallèle du boulot du père, une société qui vend des produits de décoration et de parfum pour la maison, Marielis. Une entreprise familiale d'ailleurs dans laquelle Octave se retrouve naturellement à travailler en parallèle de ses études d'ingénieur à Lille. Octave d'ailleurs, toujours dans cette école d'ingénieur, intègre dans la foulée un groupe de webmasters et commence à coder des sites. Mais très rapidement, il se retrouve à l'étroit. L'hébergeur américain qu'il a trouvé est régulièrement en surcharge et plante. Octave ne se laisse pas démonter par la situation. Direct, il envoie un mail à l'américain qui gère les serveurs. Tu m'héberges chez toi et je t'aide à trouver de nouveaux clients. Le voilà donc, le 2 décembre 1999, dans un avion, direction la Pennsylvanie. Au moment où Octave découvre la cabane en bois et les 2 ordinateurs qui font office de serveur, il n'en croit pas ses yeux. L'installation s'apparente plus à du bricolage qu'à un centre d'hébergement professionnel. Octave retrousse ses manches et aide donc son ami américain à installer un nouveau serveur. Les 2 hommes bossent pendant plusieurs jours pour améliorer l'infrastructure dans le froid au fond du jardin. Pour Octave, les choses apparaissent clairement. Moi aussi, je peux faire de l'hébergement, mais en mieux, en beaucoup mieux. Et surtout, je dois pouvoir tout faire moi-même. Donc il a débranché des câbles, etc. Donc il a mis en panne 100 serveurs pendant 3-4 secondes. Quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, waouh, je vais faire ça moi. Je vais faire ça, mais je vais faire ça beaucoup mieux que ce qu'il fait. Et donc je suis reparti de là avec un serveur installé, mais aussi tout un tas de nouvelles idées de tout ce que je pouvais faire. Fin 99, il quitte les États-Unis et retourne en France pour commencer un job d'ingénieur chez Alcatel. L'expérience tourne court, en moins de 5 semaines. Octave s'ennuie prodigieusement chez Alcatel et se promet une seule chose, plus jamais. Il décide de se lancer à fond dans OVH, l'association qu'il a créée 2 mois avant son départ pour la Pennsylvanie.
OVH d'ailleurs comme diminutif, Dulles van Herman, son surnom de geek sur les réseaux et les forums. OVH, effectivement, c'est d'abord une association qui aide gratuitement les gens à héberger leur site. Petit à petit, il ajoute d'autres services, toujours gratuits, des logiciels pour améliorer les performances des sites qu'il héberge. Si ses parents veulent qu'il prenne un vrai métier d'ingénieur, lui est bien décidé à faire autre chose. Il aime trop la liberté. Et OVH est la structure rêvée pour faire ce qu'il aime et surtout sans contrainte. Début 2000, il arrive non sans mal à convaincre ses parents et le père d'une amie de se lancer dans l'aventure. Il lui prête alors 7 000 €. L'association OVH disparaît et devient une véritable entreprise. Octave s'appuie sur l'entreprise familiale, Marielis, et sur ses locaux. Le pacte familial est simple. On réinvestit tous les bénéfices. Octave vit d'ailleurs chez ses parents et passe ses années en véritable ermite. Stakhanoviste, il dort donc à même dans la salle des serveurs. Il fait tout lui-même avec l'aide active de son père, maintenant convaincu par l'obstination de son fils. Henrik construit ainsi les premiers serveurs. Il sait tout faire. Les locaux de Marielis, la société parentale, sont aussi mis à contribution. Mais OVH commence à manquer de place et la climatisation de serveurs surchauffés pose de véritables problèmes techniques. Le destin frappe alors à sa porte, quelques mois plus tard. Il rencontre en ligne Xavier Niel, qui vient de lancer Free. Octave lui explique son projet et ce dernier, emballé, lui trouve une cave rue Amelot à Paris, dans le 11e arrondissement, un ancien centre de données abandonné de Free. Xavier Niel d'ailleurs se souvient. C'était les années 2000. On me dit qu'on a un garçon dehors avec ses serveurs. Il débutait. On lui a offert un espace gratuit dans le 11e arrondissement à Paris. Il dormait devant ses machines car elles travaillaient tout le temps. Octave y installe donc ses premiers serveurs sur Paris. Et c'est dans cette cave qu'Henrik fait la découverte qui va changer beaucoup de choses. Il crée un circuit hydraulique qui pompe de l'eau dans une nappe phréatique à plus de 50 mètres sous terre et la fait circuler dans un tuyau de refroidissement pour abaisser la température des serveurs. La consommation d'énergie est donc divisée par 4, tout comme la facture EDF. Ils peuvent alors multiplier la quantité de serveurs au mètre carré et donc abaisser les prix d'hébergement significativement. En 2003, Niel, enthousiasmé par la vision d'Octave, va encore plus loin. Il lui prête l'argent que lui refusent les banques. Sans difficulté, le prêt est remboursé en tout juste 2 petites années. Octave ouvre alors un centre de 3000 m² avec serveur dans le 19e arrondissement à Paris. Chez les Clabas, faut bien se le dire, on déteste devoir de l'argent et dépendre des autres. De sa rencontre avec Niel, il va tirer une leçon importante et fondatrice, tout faire soi-même pour contrôler la chaîne de valeur et donc pouvoir proposer les meilleurs prix. En 2004, le premier data center ouvre à Roubaix. Tout est fait maison et désormais, toute la famille travaille chez OVH. Marielis, l'entreprise de décoration, est fermée. Henrik est président de la structure, Alina, la maman, est DRH, et Miro, le petit génie de l'informatique de la famille et petit frère d'Octave, est responsable de la R&D. Ces Polonais à l'accent marqué et aux Français parfois approximatifs sont pourtant regardés avec mépris par le milieu de l'Internet en ce début des années 2000. Certains leur affublent même le terme de « clodo-computing », clochard du net, moquant leur manie de tout faire eux-mêmes. Seul Niel, le pornocrate, leur voue une véritable admiration, en particulier d'ailleurs pour Octave, qu'il qualifie de génie. Donc, non, mais moi je tiens à le dire parce que vous mais Octave est un génie. Octave Klaba, le patron d'OVH, il raconte qu'il a été hébergé dans les caves de Mais Iliad. vous savez quoi? À chaque fois qu'il y est, j'ai la larme à l'œil et je m'en excuse. À chaque fois, il a la gentillesse de le dire, alors que nous on le dit pas. On a vu un monsieur débarquer chez nous un jour. Il y a un jeune de chez moi, Polonais, un génie de chez nous, sortait de Pologne. Rani Assaf, me dit j'ai un petit mec là. Écoute, il est super sérieux. Il est hébergé chez un petit fournisseur d'accès. Comme il parle pas bien français, lui, le mec lui a mis les machines sur le trottoir en lui faisant du chantage, en lui disant si tu payes pas le double du prix normal, tu resteras à la rue. Et quand vous faites de l'hébergement, vos clients, ils appellent tout de suite. Est-ce qu'on peut le prendre? Puis avec plaisir. Il vient, il nous met une première baie. On avait un data center dans l'11e. Il nous met une première baie.
possible. Bon, ok. Et après, il dort devant la baie. Les années suivantes vont très vite donner raison à Niel. Octave, au fil des années, s'affirme comme le boss d'OVH, entouré par sa famille qui continue de jouer un rôle actif. En 2004, construction du siège social, puis d'un data center à Roubaix. Octave, hyperactif, s'installe en Pologne pour lancer la première filiale d'OVH, puis suivent l'Afrique et l'Espagne. Octave ouvre les nouveaux marchés et s'active pour lancer les nouveaux produits. Le reste de la famille tient en main la gestion. Il s'impose comme le visionnaire et le créatif de la famille, celui qui voit toujours avec un coup d'avance. Le seul problème, il s'ennuie vite. Alors les projets s'enchaînent. 2 data centers sont ouverts entre 2008 et 2011, toujours sur Roubaix, vite rebaptisé par Octave Roubaix Valley. Silicon Valley, évidemment, on voit bien la comparaison. Octave et OVH, inconnus des médias, sortent de l'anonymat en 2010, le jour où Wikileaks, le site de Julian Assange, chassé des États-Unis, trouve refuge sur ses serveurs. Éric Besson, ministre de l'Industrie, de l'Énergie et de l'Économie numérique de l'époque, veut faire interdire l'hébergement du site d'OVH en France. Octave s'érige alors en défenseur des libertés et malgré les pressions du ministre, ne cède rien. En 2011, OVH devient le numéro 1 de l'hébergement en Europe avec 400 collaborateurs et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais l'Europe ne suffit plus à Octave qui voit plus grand. Le voilà parti au Canada avec femmes et enfants pour lancer l'aventure américaine. Un investissement d'ailleurs de 90 millions d'euros pour un des plus grands data centers au monde sur le site d'une ancienne usine d'aluminium au Québec. La charge de travail est énorme pour Octave, qui, comme à son habitude, veut tout faire tout seul. Il se retrouve au four et au moulin de cet énorme projet industriel et commercial. Janvier 2012, alors qu'il porte un routeur particulièrement lourd dans le data center, une douleur au dos lui lance un premier avertissement. Il continue malgré tout de bosser. Il veut finir. La douleur augmente de jour en jour. Mais à l'hôpital de Montréal, il ne détecte rien. C'est un Octave saturé d'antidouleurs, marchant avec de grandes difficultés, qui débarque en France en août 2012 pour le mariage de son frère. À l'hôpital où il est transporté, la réponse tombe quelques jours plus tard. C'est un cancer. Pendant 6 mois, sa vie est suspendue. 3 mois de chimio ont finalement raison du cancer, début 2013. Entre-temps, le fameux data center du Canada s'ouvre en juin 2012. Début 2013, Octave reprend donc ses fonctions opérationnelles chez OVH, qu'il abandonne en 2015 à un CEO de métier. Il prend conscience de ses limites pour développer OVH à ce niveau. Il reprend le rôle qu'il aime par-dessus tout, celui de directeur technique. Mais il ne peut s'empêcher de garder un œil sur tous les sujets et notamment ceux du bien-être des salariés. Pour Octave, OVH est une grande famille. Il organise d'ailleurs régulièrement des soirées au pied levé dans sa grande maison de Mar-en-Barœul, la banlieue chic de Lille. Octave reste simple et accessible et communique en permanence sa vision aux salariés par mail ou même à l'oral d'ailleurs. Une communication qui pose souvent problème dans une société de maintenant 2000 personnes. Octave ne respecte ni hiérarchie ni convention. Rien ne doit entraver, ne serait-ce d'une once, sa liberté. Il rêve donc pour lui comme pour les autres d'une société sans hiérarchie où tout le monde gagne bien sa vie. On en est encore loin, mais en 2016, Octave prend une décision qui va changer la trajectoire d'OVH. Une décision qui va à l'encontre de ses valeurs. « 2016 est l'année du tournant pour Octave. Jusqu'à présent, sa famille et lui sont les seuls actionnaires d'OVH. Pour le reste, il s'est financé avec des prêts et d'autres dispositifs. Tout ce qui lui a permis de garder son indépendance. Mais ce n'est plus suffisant.
Le monde des data centers ultra concurrentiels nécessite de gros investissements, impossible pour une société familiale. Octave ne peut construire qu'un data center par an, alors qu'il faudrait en ouvrir une 50aine par an pour suivre le rythme de la croissance. Il franchit donc le pas et ouvre son capital à 2 fonds d'investissement américains, KKR et TowerBook, en juillet 2016. Ceux-ci injectent alors 250 millions d'euros dans la structure pour 20% des parts et une valorisation de 1 milliard d'euros, ce qui rend Octave officiellement très très riche. Le plan de développement passe de progressif à monstrueux. Plus de 1000 nouvelles personnes en 3 ans, un CA qui passe de 250 millions d'euros à 1 milliard en 5 ans. Le CEO qui a remplacé Octave est repositionné dans la boîte et Octave reprend le poste pour piloter sa vision. En face de lui se trouvent les géants américains Amazon et Microsoft. C'est un choc pour toute l'entreprise qui n'est pas prête à scaler aussi vite. OVH, porteur d'une forte culture orale et peu habitué au process, à l'image d'Octave, se retrouve dans la tempête. Je pense qu'en fait, c'est dans ces scales où on a passé de 1200 à 2500 personnes. C'était une période assez compliquée, en fait, parce que recruter autant de gens, les faire entrer, et en fait, on s'est aperçu, en fait, on n'a jamais écrit quelles étaient nos valeurs, la mission, etc., parce que c'était tellement limpide, et fort, qui c'était pas nécessaire de l'écrire. Et donc, on l'a commencé à écrire il y a moins de 2 ans, en fait. D'accord? Et pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu, quand on a fait entrer autant de gens, qu'il y avait des malentendus. Qu'on s'est pas bien compris, sur les valeurs, sur la mission, sur comment on doit travailler ensemble, sur la collaboration, tout un tas de choses qui, moi, me paraissaient juste anodins. Et dans ce chaos, OVH fait même l'acquisition d'un opérateur du cloud, VMware Cloud Computing, qui le propulse directement sur le marché américain. C'est ce même chaos qui amène les fonds à taper du poing sur la table. Entre recrutement, process mal organisés et choc culturel, la maison OVH tremble. La grogne monte même en interne. De nombreux salariés du début ne se reconnaissent plus dans l'entreprise. Le père même d'Octave, Henrik, s'engueule avec son fils sur cette stratégie, en privé, mais aussi en réunion, comme ce jour où lui dit de but en blanc « Je ne comprends pas cette stratégie ». S'ensuit des échanges vifs entre les deux. OVH vit sa première crise de croissance. Finalement, en juin 2018, Octave cède à nouveau la place à un CEO de métier, Michel Paulin, un ancien de SFR. Un expert à qui il revient de structurer et d'organiser la croissance. Mais les chiffres de vente restent décevants et les résultats de l'entité américaine ne sont pas au niveau attendu. Face à cette situation, Octave ne baisse pas les bras. Il part s'installer début 2019 au Texas, dans la filiale américaine, pour comprendre et corriger les problèmes. Il n'y reste que quelques mois, jusqu'à fin 2019. Il pilote les sujets de stratégie chez OVH, tout en gardant un œil sur l'opérationnel et notamment les équipes de dev. Octave a désormais plusieurs objectifs dans son agenda personnel. L'introduction en bourse d'OVH, bien sûr, mais surtout la musique, sa passion d'adolescent, qu'il a repris après son cancer. Octave reste donc focus en ce milieu d'année 2021 sur l'introduction en bourse d'OVH Cloud qui aura lieu en fin d'année. Avec cette opération, il espère bien remercier les salariés de la première heure, qui deviendront éventuellement millionnaires. Son plaisir à lui, il le retrouve plus dans la musique avec son album concept qu'il a conçu fin 2020. L'occasion pour lui de se remettre à la guitare, son amour de jeunesse. Entre-temps, les questionnements stratégiques d'Octave et le passage du temps ont aussi laissé des traces dans l'OVH familial. Son père a pris de recul et s'implique dans d'autres projets. Sa mère, Alina, après un AVC en 2016, a arrêté toute activité. Et son frère, bien que toujours directeur technique, a vu son influence s'amoindrir. Octave reste désormais seul maître à bord d'OVH Cloud, mais une fois la société introduite en bourse, que fera Octave Klaba ?
Octave reste un innovateur, un constructeur. Créer et développer sont les seuls moyens pour lui de donner du sens à son existence. La réponse est peut-être à chercher du côté de Blade, une société de cloud computing qu'il a récemment reprise au nez et à la barbe de Xavier Niel. Une pépite technologique qui propose une nouvelle vision de l'informatique. Octave arrivera-t-il à en faire une nouvelle licorne ? À y insuffler sa vision et son envie des débuts ? Il en est persuadé en tout cas. Et ça, c'est une autre histoire. Merci. Merci d'avoir écouté l'apprenti et je vous le redis, car ce podcast, ce sont des heures de travail et votre écoute est très précieuse pour moi. Je ne pourrais continuer ce travail de fond sans votre aide. Si vous pouvez laisser un commentaire ou même 5 étoiles, je vous en serai très reconnaissant. Pour connaître les coulisses et notamment les infos que je ne peux pas toujours vous donner, abonnez-vous à ma lettre sur l'apprenti.fr. Vous retrouverez toutes les nombreuses sources qui ont permis de construire cette histoire. Merci enfin à Thibaut et Alexandre pour leur travail formidable, leur travail de fond. Et je vous dis rendez-vous pour un prochain épisode.